everyone. I hope you can hear me well. It's good technique. Great. Welcome, everyone. I see a lot of people coming in and a lot of interest for this topic, a key topic on top of everyone's agenda at this point in time. Just a practical thing before we get started. We will be mixing languages, so we will speak English and French in this panel discussion. And there will be the possibility for you to get translation via the technology provided. And here, just the first channel is Arabe, deuxième Français, and third in English. So please choose your language and be prepared that we will be mixing languages. It's an honor and pleasure to be moderating this session on energy and what energy mixes shall we have in this time of crisis and beyond. My name is Nadia Håkansson. I'm the Senior Vice President of Hub Africa for Siemens Energy, and it's a great pleasure to have with me a very esteemed panel. I am pleased to introduce to all of you Monsieur Abderrahim El Hafidi, Managing Director of ONE Kingdom of Morocco, Mr. Mehmet Ogetçu, Chairman of the Board of Global Resources Partner UK and the London Energy Club from United Kingdom, Mrs. Maria Elena González Sánchez, Managing Director Acciona ESCO from Kingdom of Spain, Mr. Joseph Abramovitz, CEO Energia Global Capital from State of Israel, Monsieur Tariq Adam Haman, Vice President Global Development Hydrogen and Managing Director of North Africa for Total RM, Monsieur Jean-Pierre Favennec, President of ADEA French Republic, Monsieur Loïc Jaguar-Hubert, Country Manager and CFO of North Africa for ENGIE, based here in Morocco, and last but certainly not least, Mr. Mustafa Mourahib, partner of Clifford Chance, Kingdom of Morocco. It's a great honor to be here today. And Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are indeed in the midst of a global energy crisis, which puts energy security on the top of the agenda in the developed part of the world, while the developing part of the world are still to a large extent struggling with energy access. The global targets of achieving net zero for greenhouse gas emissions and achieving the Paris Agreement is, of course, still on top of the agenda, while short term we see a great crisis dealing with essentially the energy trilemma of energy security, driving sustainability, whilst also considering the impact of price, cost, affordability, as affordability has very much also become on the top of the agenda. So this immediate energy crisis we are facing, of course triggered by also the war on Ukraine by Russia, but also other global geopolitical impacts, is having and will continue to have not only severe socioeconomic implications, but potentially catastrophic impact. So this is what we will be discussing with this esteemed panel today, and the diversity of the panel. And I would like to start, obviously, since we are in beautiful Morocco, and as you know, Morocco is also a great pioneer when it comes to the energy landscape and driving since many years renewables and decarbonizations also in the country, and a great pioneer from an African context, therefore. So, dear Mr. Abderrahim El Hafidi, je veux commencer avec cette question. Le Maroc a vécu plusieurs crises énergétiques qui ont directement impacté le coût d'électricité, du kilowatt-hour. Quelles leçons le Maroc a pu tirer et comment peut évoluer le mix énergétique dans l'avenir? Merci, monsieur. Merci, Nadia. Merci d'abord de nous avoir invités à participer à ce débat d'une grande importance, un sujet d'opportunité. Je remercie également l'audience qui sont avec nous aujourd'hui, justement. Nous sommes très heureux de partager avec vous un peu la position d'abord d'un opérateur historique au Maroc,
de partager également avec vous notre point de vue en ce qui concerne l'évolution aujourd'hui de notre modèle énergétique et notre modèle électrique, tenant compte, bien entendu, des différentes crises que nous avons vécues ensemble, que le monde avait vécues. Et permettez-moi de vous inviter à revenir dans l'histoire avec vous. Vous avez parlé de la crise aujourd'hui, la crise énergétique de 2022. Moi, je voulais revenir un peu au premier choc pétrolier de 1973. Revenir également au choc pétrolier de 1979. Revenir également à la crise de 2009 avant d'arriver à 2022. C'est important de faire cette analyse parce que là, je crois que les effets, l'impact se répète, les impacts se répètent. Si on analyse déjà le choc pétrolier 73-79, donc ils ont été déclenchés suite à des problèmes géopolitiques. 73, il y avait la guerre de Kippour qui a déclenché une crise énergétique au niveau mondial. 79, c'était la guerre Irak-Iran qui a également impacté le marché international des énergies. 2009, c'était beaucoup plus une crise financière mondiale qui a été générée d'abord aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est une guerre également de l'Ukraine qui a généré une crise économique, une crise surtout énergétique, inattendue. On devrait se poser la question aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on est aujourd'hui à l'abri de ces événements qui impactent directement les modèles énergétiques de nos pays, qui impactent également la sécurité d'approvisionnement énergétique de nos pays? La conclusion aujourd'hui, je crois que tous les experts énergétiques au niveau mondial devraient adhérer à cette conclusion. C'est que l'équilibre énergétique mondial est très fragile. C'est la réalité qu'on devrait tous admettre. C'est que l'équilibre énergétique mondial est très fragile. Moindre événement géostratégique, les prix sont multipliés par 3, par 4 et parfois par 5. 2021, nous achetons le charbon à 69 $ par tonne. Aujourd'hui, on l'achète à 400. Il atteint parfois les 450 $ la tonne. C'est un impact direct. Si je reviens à la crise de 2009 et la crise de 2022, où le pétrole en 2009 a atteint les 140 $ le baril. En 2022, également, il a atteint les 140 $ le baril. Mais aujourd'hui, les impacts, ils changent d'une crise à l'autre. 2022 est très spécifique. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'énergie qu'on assiste aujourd'hui à une corrélation entre le prix du charbon et le prix des combustibles fossiles qui sont liquides ou gazeux, le pétrole et le gaz. Cette corrélation n'a pas eu lieu au premier choc pétrolier en 1973, ni au deuxième choc pétrolier en 1979, ni en 2009. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? D'abord, la fragilité de l'équilibre énergétique mondial devient une réalité aujourd'hui. Devient une réalité. Donc, nous devrions, nous, opérateurs énergétiques, trouver les solutions justement pour réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est la solution sur laquelle nous devrions tous parler aujourd'hui. Parce que plus on est dépendant vis-à-vis de l'extérieur, plus on est dépendant des combustibles et des marchés énergétiques mondiaux, plus l'impact est très important. Vous imaginez aujourd'hui ce qui se passe en Europe?
le prix du gaz qui est passé, le gaz naturel qui est passé de 10 $ par million de BTU à 65 $ par million de BTU. Comme je l'ai dit, le charbon aussi, il est passé de 69 $ la tonne, il est passé à 450 $ la tonne. Vous imaginez ce gradient et l'impact sur les économies? Mais il n'y a pas que ça. C'est la problématique sur la sécurité et la continuité du service énergétique dans nos pays. Donc aujourd'hui, je crois qu'on devrait analyser ces passages, c'est d'une grande importance. Ces crises, ils sont très riches en leçons. Le Maroc, un cas que je crois que vous connaissez, la plupart d'entre vous le connaissent très bien, dans le modèle énergétique. Il a été adapté à chaque fois qu'il y a une crise énergétique. Et on se souvient en 2009, où le Maroc a été l'un des premiers pays, à la suite de la crise énergétique de 2009, à revoir sa stratégie énergétique, à revoir son modèle énergétique. Et déjà en 2009, on a posé la problématique de la dépendance énergétique. En 2009. En disant, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de réduire cette dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des combustibles fossiles et vis-à-vis des ressources énergétiques qui ne sont pas disponibles au niveau national. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé les ressources énergétiques dont nous disposons, je dis bien 2009. Et on a justement trouvé la solution. Je comprends que le modèle énergétique n'est jamais standardisé. Il n'y a pas un modèle énergétique standard universel, mais je partage avec vous comment le modèle énergétique marocain a été justement adapté, comment il a évolué, et quels sont les résultats, parce que ça c'est important. Donc le résultat en 2009, c'était que nous disposons d'un potentiel énergétique renouvelable de classe mondiale qui pourrait justement avoir un impact direct, important et d'une grande importance sur cette composante de dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Qui imaginait en 2009 qu'on pourrait produire le kilowattheure à partir de l'éolien à 2,5 cents de dollars? Personne ne pourrait l'imaginer. Qui pourrait imaginer en 2009 également qu'on pourrait produire le kilowattheure à partir du photovoltaïque avec 2,5 cents de dollars? Mais je voulais dire une chose. Même en interne ici, quand on a présenté cette stratégie, il y a des gens qui ne croyaient pas beaucoup à ce que nous présentons. Mais heureusement qu'on avait Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui est un grand visionnaire et qui nous a appuyés en 2009 justement pour mettre en place cette nouvelle stratégie énergétique en 2009, basée sur les ressources énergétiques locales. Aujourd'hui, nous produisons le kilowattheure à partir de l'éolien à 2,5 cents de dollars. Nous produisons le kilowattheure photovoltaïque avec un coût de production de 2,5 cents de dollars. Nous ambitionnons, à l'horizon 2030, de baisser ce coût à 2 cents de dollars par kilowattheure. Nous comptons sur nous-mêmes. C'est vrai aujourd'hui. La crise 2022, aujourd'hui, il est venu un peu tôt, avant qu'on termine notre plan de développement et notre plan de montée en puissance des énergies renouvelables, parce qu'on a atteint jusqu'à aujourd'hui une part des énergies renouvelables dans la puissance électrique totale de 41%. La puissance électrique de sources renouvelables au Maroc aujourd'hui, il est de 41% par rapport à la puissance totale installée au Maroc. Déjà l'impact aujourd'hui, il a été réduit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les différents pays du monde, en Europe surtout, etc. C'est une réalité, ce que je partage avec vous. Je crois qu'il y a un problème. Ce que nous considérons aujourd'hui, la crise 2022, il a généré également d'autres contraintes et d'autres challenges.
Et nous considérons aujourd'hui, en 2022, que le modèle qui a été mis en place en 2009, il a déjà atteint ses limites. Pourquoi il a atteint ses limites? Parce que la vitesse, l'accélération que nous avons considérée en 2009 jusqu'à aujourd'hui mérite une révision et mérite une amélioration pour augmenter en accélération justement, pour réduire cette dépendance énergétique. Nous avons tous les ingrédients nécessaires aujourd'hui au Maroc pour le faire. Nous disposons d'un coût de production du kilowattheure le plus compétitif au monde à partir des énergies renouvelables. Nous considérons qu'il y a d'autres filières énergétiques qui devraient être introduites au niveau du mix électrique national. Et là, je parle de l'hydrogène, qui est une nouvelle filière qui devrait être développée. Et quand je parle de l'hydrogène, je parle d'hydrogène vert. L'hydrogène vert aujourd'hui, pour produire une tonne d'hydrogène vert, le coût et la charge pour produire une tonne d'hydrogène vert, 60 à 65%, c'est de l'électricité. C'est de l'électricité. Et quand je dis que tous les ingrédients sont disponibles au Maroc, d'abord c'est le coût de production de ce kilowattheure. Et à travers ces éléments, à travers ces ingrédients, à travers ce coût compétitif, le Maroc ambitionne justement de se positionner en matière de production de l'hydrogène. Mais pourquoi l'hydrogène? L'hydrogène parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz naturel que nous importons jusqu'à aujourd'hui. Et même si on va le découvrir demain au niveau du sol marocain, on a intérêt à être indépendant de ce gaz naturel. L'hydrogène aujourd'hui qui est testé, j'ai avec moi ici Siemens et j'ai General Electric aussi. Et je crois que si vous avez suivi ce qui se passe au niveau technologique, le test de l'hydrogène sur les turbines à gaz, il était concluant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui qu'on peut utiliser à la place du gaz naturel qui est importé de l'extérieur, qu'on peut utiliser de l'hydrogène qui sera produit au niveau local. Et avec ça, nous réduisons également la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Deuxième filière qu'il faut développer et sur laquelle nous travaillons dans le cadre du nouveau modèle que nous allons finaliser avant la fin 2022-2023 pour une vision 2035-2040. Alors, deuxième composante, c'est le stockage. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est des énergies qui génèrent des intermittences, vous le savez tous. Et on devrait absorber ces intermittences. On a besoin de la flexibilité à introduire au niveau du système électrique national. On a plusieurs possibilités de le faire. C'est vrai qu'on le fait au niveau, aujourd'hui, on le fait à travers le gaz naturel, à travers les technologies combined cycle gas turbine, les open cycle gas turbine, etc. Mais demain, on a une alternative très intelligente, très importante, qui est l'hydrogène. Nous l'avons déjà initié au niveau des STEP, au niveau de l'hydraulique, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui constitue une technologie intelligente justement pour le stockage de l'énergie électrique et qui offre au système électrique national une souplesse extraordinaire pour permettre justement d'introduire dans le système électrique de plus en plus d'énergie intermittente. Bien entendu, il y a également aujourd'hui les batteries, dont le coût aujourd'hui n'est pas très compétitif. Mais les simulations que nous avons faites au niveau de l'ONE nous donnent la possibilité d'accéder à cette technologie de batterie à partir de 2027-2028. Donc c'est une composante aujourd'hui sur laquelle nous travaillons, qu'on va introduire au niveau de notre modèle électrique, justement pour réduire cette dépendance énergétique. Tout ce travail aujourd'hui, justement, nous sommes en train de le développer dans le cadre d'une réflexion en interne pour réviser, mettre en place un nouveau modèle électrique, tenant compte des leçons et tenant compte justement des expériences qu'on a vécues tous ici dans cette salle et au niveau mondial, des crises énergétiques que nous avons vécues ensemble. La conclusion aujourd'hui, on a intérêt à réduire au minimum notre dépendance énergétique à travers la valorisation
de nos ressources énergétiques locales et à travers justement une politique de promotion, notamment des énergies propres qui sont les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Al-Hafidi, pour cette summary, really summarizing where we stand. And Morocco represents such an ambitious country that outlined very clear ambitions. And I think you summarized very clearly this chase and pursuit for energy independence, which we see as a result in many countries out of the current war and the current impact that that has. I want to hear also from Mr. Ugechu on your view on what Monsieur Al-Hafidi shared with this independence, pursuit for energy security, and this geopolitical aspects which Monsieur Al-Hafidi shared about that can create so much instability and fragility in the energy systems, in the energy stability, energy security. And we have been a very interconnected global world, depending on each other, and now we see shifts, not just Europe, but there are also other implications from other regions. What's your view? You have a great also experience from IEA and from regions like China. Please share your experience and your perspectives. First of all, I'd like to congratulate the organizers of this forum because it's coming at a very, very timely manner while we are trying to move from one crisis to another. Energy is just one of them, most important in my opinion as well. The world, actually, energy world is shifting dramatically before our eyes. And I think this is a historic and definitive shift. Whatever decisions will be taken today will affect the next 25, 30 years of our lives. Therefore, I think we need to understand better what the root causes of the troubles that we are facing today. It's not only a Russian invasion of Ukraine that caused all these energy troubles. As our friend mentioned already, we moved from one crisis to another. We had the oil shock of 1970s, and then 80s, 90s. We always had crisis. The good news is that we know how to deal with crisis. We develop a capacity for that. However, the recent crisis triggered by Russian invasion of Ukraine, Europe especially was not so well prepared. They took some hasty decisions, right one, in order to deter Russia perhaps, but they were not prepared by the consequences of this decision. As we see now what's happening in Europe, very harsh winter coming, and next year will not be better than this year. And also, let's not forget, when we discuss energy issues, we focus so much on Europe, United States, Russia, but the world is not consisting of only these blocks. What about Russia, China? What about India? What about the rest of dynamic economies in the world and less developed countries? In fact, they are the ones which will force us to rethink our traditional, conventional approach to a world energy system. I think this crisis that we are facing now has shown us the fragility and unsustainability of the current energy world system. Let's not forget that today's world is consuming in its energy mix, global energy mix, 80% fossil fuels, oil, coal, and natural gas. Renewables, nuclears, altogether 20%. Don't expect that this composition will change from today to tomorrow. Therefore, if we are focusing so much on energy efficiency, renewables, green hydrogen, and climate change issues, these are, of course, legitimate issues. We have to deal with them. But if we focus only on them and ignoring what we are waiting, what we are going to face with fossil fuels, I think it will lead us to another energy crisis. Perhaps today's shock, energy shock, could be addressed in different ways. Short term, yes, you could still boost
investment in fossil fuels. You could have subsidies to protect households, industry, and power producers. But long term, we all know that we have to move away from fossil fuels. But how we are going to do it, I don't know. I don't think anybody knows. Yes, we have all these targets. Green Deal in the European Union, a similar, I think, goal in China, in the United States, everywhere in the world. Then with the decarbonization 2050 goal, which will be repeated, I think, now in Sharm el-Sheikh in COP27, and we are talking too much, a lot of rhetoric, but in real terms, are we really making progress? That's the key issue. And China, as I said in our earlier discussion, is a key country to reckon with because it sits on both sides of the energy transition. On the one hand, it is the world's largest carbon emitter because of coal dominating its energy industry, 75% almost. On the other hand, good news is it is also the world leader in most of the renewable technologies, efficiencies, electrical cars, you name it, artificial intelligence in every respect. Therefore, unless we have a sort of collaboration, cooperation, partnership with China, I don't think that, and India for that matter, I don't think that we will be able to cope with these problems because they are the largest producers, consumers, and emitters of energy and carbon dioxide. But geopolitically speaking, as you said, it's not only Russia problem we have right now. As a former diplomat, I can tell you with certainty that the broader conflict will be between China and the United States. And if this happens, it's already happening in trade, technology, currency warfare, cyber warfare as well. But if it happens also in energy, we will have, I think the problems we are facing now will be minuscule. So bad news is we will have more and more energy crisis if the current geopolitical situation worsens and the US and China gets into a real confrontation. I don't mean conventional warfare is happening in Ukraine, but the other means of warfare that we know how it can affect. Also, the other issue I think we have to bear in mind is Europe is losing its competitiveness. It was already doing so in many ways, giving the competitive edge to China, India, and other dynamic economies. But now with high energy prices, huge inflation, stagflation coming into the picture, and I look at the World Bank's recent estimations, it says that 60% increase last year in energy overall, but I think in natural gas it was almost 10 times higher than a year earlier, and Europe will be unable to compete in world markets, in manufacturing, in services, and other industries. So it will lose edge to other dynamic economies. US is relatively in a comfortable position. It's the world's largest oil producer, not exporter, but oil producer. It's largest gas, shale gas producer, and now becoming a huge power in LNG, replacing Qatar and Australia in many ways. So geopolitically and energy-wise, things are changing. OPEC Plus, meaning including Russia and other non-OPEC countries, in the OPEC equation, also gives a huge power to this bloc. So we will see more divisions and cleavages. I don't want to be, a fortune teller and telling all bad stories, but we have to be realistic in this regard. So nuclear, you mentioned also whether will be indeed included in our energy mix. Yes, currently nuclear energy is almost 10% of the world's energy mix. And now what we see in Europe, Germany has decided to delay the closure of 3 nuclear power plants. And as we know, France is already using 75% nuclear in its electricity mix. China and other major nations needing energy, hungry for energy, they are developing small and medium-sized reactors that are better than these white elephant projects of $30 billion. So nuclear, whatever problems we have about safety, Fukushima we will not forget, but will still continue to be a mainstay of our energy mix. Natural gas, yes, now I think we will see a reduction of demand in Europe and elsewhere because of the crisis. Don't forget, Russia is the world's largest exporter
of fossil fuels, not only natural gas. If you include oil, coal, and natural gas, it's the world's largest power. However, the Ukraine problem will be resolved, I think will help us. But my impression, having talked to German foreign minister recently in Berlin, and also in Brussels, having talked with the commissioner, and my understanding is that Russia is out of the picture. So there is going to be a new European energy supply architecture which will exclude Russia. That's so difficult to say, but this is going to happen. And also, I think in the nuclear power, I want to mention also that currently there are about 411 nuclear power stations operational. And this is 11 or I think 10 less than a year ago, 10 years ago. But now the trend is that it is going to increase further. Green hydrogen, of course, will be in our lives. Nuclear, more renewables, but climate change will also determine how we are going to move forward. My impression is that right now, for the next few years, I think we will pull on the back burner Green Deal, climate issues, and other strict, stringent rules that governs our life. But long-term future is still clean energy and transition. My last message is that don't think that we are all on the same board, same ship, same boat. We are, but on the other hand, we are all different. So there is not a monolithical world energy system in which we have lots of different countries with different resource endowments and different energy needs. We have to bear this in mind. So one size doesn't fit all. Let me stop here. Thank you. Thank you so much, Mr. Ogechu. And I think you make a very good remark. And let's come back to these points also later during this discussion, because this topic about your scenario, what you're sharing also, that it's an energy transition and we need to do it in a stepwise approach. And I would love to hear more about this also from Madame Gonzalez Sanchez. You have very long experience from Exona and in the energy market, 25 years. What's your view on this current energy landscape, the challenges, and what could be this short-term, mid-term, long-term perspective from your side, how we should invest in different technologies and also considering these different geopolitical challenges and risks? Thank you very much. Thanks a lot for inviting me to this very interesting roundtable. And well, first of all, I would like to add a few different things, because my previous colleagues, they said many things that I agree completely. I mean, one of the biggest problems all of the countries in the world we have is how to provide energy to our inhabitants and not depending from the other countries. That is the key issue, okay? But remember that humanity in general, they are able to find solutions to all the challenges we have on the table. And remember, when we were living many years ago, renewables, what today we call them renewables, is what the antique people were using. So they were using wind to transport goods, they were using fire, they were using solar energy. Later on, we discovered the fossil fuel, and beside the fossil fuel, we started to use gas, oil, and this fossil, and we created a global market. I think that is the key issue, that we are used to live in a global market where all the goods are on our hand. It's very easy, so far until now, it was very easy to provide energy with oil coming from Saudi Arabia or gas coming from Russia or wherever. So our industry, and I'm talking especially about Europe, is based on importing energy from those countries. And not only importing energy, we are importing many goods that are making our economies very dependent on other countries. So what do we have to do now?
Of course, as you mentioned before, we have a terrible problem because we are not going to have this oil and gas coming from Russia, that is clear. And we know that the world is rotating now, and the point of the world is moving to Asia instead of to Europe, because Europe was allied with the States, with the United States, and they were able to achieve, to get very good prices from oil and gas coming from the Saudi Arabia and other countries. But nowadays, as you mentioned, US doesn't have any problem because they are providing themselves with the shale oil and shale gas. So Europe is alone, and maybe that is the case also in Africa, because the producers are looking to India and they are looking to China. So what do we have to do? Of course, renewable is the solution. No way. All the countries, they have to look to their own resources, and if they have wind and if they have sun, they have to use it. No way to not to use those resources. And we have nuclear power plants that for the intermittency, we need to use it. But let me introduce another key issue. We are always looking to the generation. But because now we have technologies that provide another business models, we also have to look to the demand, okay? So if we try to accomplish all the goals that we have with generation, with renewables, but at the same time we provide the best technologies to optimize the use of energy, that is the real mix that we have to look in each country. Because we are wasting, the reality is that if we look to any single country, when we look at the use of energy, we are wasting, maybe, I'm not wrong if I say 20–30% of that energy. So today, we have very good technologies to digitalize all our assets, all our buildings, all our industries, everything that is using energy. And we have business models, and we have experts that are able to provide not only with flexibility, that is a good complement for generation if we don't want to use as much as nuclear energy as we could need if we don't use flexibility. But today, in the demand response, in the demand side, we are able to provide with flexibility with many technologies that today are improving in 10, 20, 15% the use of energy. And if we look at that amount of energy that we are wasting, maybe it's the amount of energy that we need when we have to build a new power plant. So let me introduce this variable in the equation, because it is not only geopolitics trying to get the best gas and oil at the best price. That is nice, and as you said, of course, we are dependent on gas and oil, and we will be for many years. Yes, we need to count with nuclear energy, of course, if we don't have gas and oil, but let us work on the demand side. Let us get this 20–30% of energy, improving the use of energy. This is such a good point, talking about energy efficiency, energy demand, and that there also needs to do low-hanging fruit where there is already a lot of technologies, and we could also replace just old power plants and old systems into more modern, efficient solutions. Thank you so much for this inflection. I would now like to come to Mr. Josef Abramovich and get your take on the decarbonization. And Mr. Oguchu was saying that he thinks that the Paris Agreement and net zero ambitions comes a little bit on the back burner. Hi. So first of all, thank you. Salam alaikum. I appreciate the invitation to be here with you today. Yes, many of us are going to Sharm el-Sheikh for COP27. And I think we have to be honest. I think we have failed the poorest people on the planet
you're speaking about the crisis, right? This is a crisis that perhaps could have been averted, and for the poorest people, they're going to suffer the most. And so I think we have to be honest as an international community, as development financial institutions, as governments, and as corporations, that we missed it, and we did not come through for, let's call it 600 million people in Africa without power, 300 million that are probably getting it on diesel, et cetera. And so I want to dissent from some of the concepts that were put on by some of my esteemed colleagues beforehand. I am against a gradual step-by-step approach, particularly for Africa. Humanity cannot afford yet another kind of gradual approach. There's no reason for another gradual approach. There's also no reason, at least for the poorer countries on our planet, for massive, big edifice kind of energy projects when there are more local solutions that can be done and that can be rolled out very, very, very quickly. And so if solar energy today, according to the International Energy Agency, is the cheapest energy on the planet, right, today, certainly cheaper than nuclear, right, then what are we doing? What are we doing? So if we have the technology, and we have more technologies that I'll be happy to speak about in terms of hydrogen and other things coming out of our incubators, we have the technology, we have the climate financing. There's so much climate financing that's going to be announced at COP27. So the question is, why isn't it getting deployed? And I think there's several reasons, and there's a fix. So the fix is if you have the technology and it's getting better, you have the finance and there's going to be more of it, what we need in the private sector is certainty. It's just all about creating certainty. And so the last session in this room, it was about a free trade agreement, 54 African countries, and everybody was just so frustrated. I felt so bad because it makes sense for what I think makes even greater sense from the energy perspective and from the climate justice and business perspective is basically if the international community, the DFIs would say, listen, 54 countries, if we want to get to 100% daytime solar in all of those countries, which is possible, and I'll explain why that's possible, 10 cents per kilowatt hour across the board. You, the investors, you the aggregators, you, the developers, you come with land, you come with grid studies and interconnection. I know, 2.55 is too low for there, but for scale you can go down. But if the investment community knew that we had certainty to deploy, right, call it 50 gigawatts over the next 5 years, 7 years, and you can add a little bit if we have to build our own grids, folks, or our own substations. If we had that certainty, Africa in 7 years would be 100% daytime solar, and that's before we get into storage or anything else. So my plea, because I just came back from Burundi and Uganda and Rwanda, is that the conversations about all of these things that are futuristic, even if they're here now in the developed world, there's hundreds of millions, if not billions, of people who cannot live through with dignity the current crisis and won't make it through the greater crises that are coming down the road now because of climate change. And so give us the 10 cents across the board, give it 7 years, up to 50 megawatts, let's say, and then you come down. And with that certainty, everybody is going to want to be a developer, and we'll be able to do that. On other technologies, maybe I'll save it for the hydrogen and the nuclear, but I want to say we had this vision of 100% daytime solar in the south of Israel, from the Red Sea to the Dead Sea. And everyone said it's impossible, it's technologically not feasible, it's economically not advantageous. And the first region in the world to be, it's now 150% solar power during the day, and soon it'll be day and night, and I can explain in the next round of questions, is that region. We hit the UN goals. We're basically hitting the UN goals for 2050 today, and we're making money doing it, and there's technological certainty, and it's a good investment. So at this point, it's political will, it's getting our ducks in order. Yes, we'll invest in other technologies, but it's all about execution, folks, and vision and leadership, and it's time to do it now. Thank you.
Thank you so much. That's a very interesting reflection. And of course, as you say, Africa contributes very little to the carbon emissions globally, less than 4%. But of course, the impact on the population is significant. I would like to now get to Mr. Tariq Haman, and I mean, you have also great experience before you joined Total Eren. You were at Masen, and Masen has, of course, been a great contributor of driving renewables in Morocco. I would like to get your perspective, both if you have other views than what green hydrogen and what your take on this is. Thank you very much, Nadia, and thanks to organizer for the invitation. It's always a pleasure to be part of this great and wonderful events. So maybe I will be speaking in French. Ça a été dit par les différents intervenants. Je pense que le constat est clair. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu, on va dire, 4 grandes crises qui ont impacté à la fois les matières premières et les matières énergétiques, 73, 79. 2008, 2009, ça a été un petit peu particulier. Ce n'était pas une crise liée à la, disons, à la matière première énergétique elle-même, mais c'était plus une crise financière et 2022. Donc, qui est, pour la majorité, ce sont des conséquences de crises géopolitiques au niveau des pays de production de ces matières premières et qui ont des impacts assez importants, à la fois sur la croissance économique, donc des différents du monde dans sa globalité, et aussi sur les prix et la disponibilité. Et ça a toujours démontré que le monde et l'économie mondiale dépendent fortement et corrélés à l'énergie, donc en matière première et énergétique. Ça a été dit aussi par M. Götku, c'est que représente l'énergie fossile aujourd'hui dans le mix énergétique mondial, c'est 80%. Et c'est 80% depuis pratiquement plusieurs décennies. Ça n'a pas changé. Beaucoup d'efforts ont été déployés sur la partie électrique, avec l'introduction des énergies renouvelables. Mais n'oublions pas que la partie électricité ne représente que 20% de la consommation énergétique globale. Donc l'effort qui a été fait, qui était important, M. Hafidi a cité le cas du Maroc, où nous sommes aujourd'hui à quasiment 40% de notre mix électrique à base d'énergie renouvelable, mais ça a adressé un segment qui ne représente que 20%. Donc l'effort à faire est encore là. Donc les 20 autres pourcents, initialement, c'était de l'hydraulique, ensuite du nucléaire, maintenant c'est partagé entre du nucléaire et du renouvelable, et donc il y a un effort important à faire à ce niveau-là. Alors la spécificité de la crise que nous vivons aujourd'hui, je les vois sur 4 segments. La première, c'est que c'est une crise qui vient à la suite d'une autre crise, la crise Covid, qui a duré quand même pendant 1 an et demi, qui a impacté l'économie mondiale, à la fois au niveau de la croissance. La croissance, rappelons-le, en 2020, je pense que c'est la première fois où la croissance mondiale a baissé, moins 5% en termes de GDP. C'est particulier. Il y avait aussi donc un impact sur la disponibilité des matériaux et des matières transformées. C'est aussi une crise qui vient dans un monde plus globalisé, où la production est concentrée vers là où il est la plus efficiente, la moins chère. Et donc dès qu'il y a une crise, automatiquement l'impact est plus global. Donc il y a moins d'indépendance régionale au niveau des pays. C'est aussi une crise qui vient avec un environnement, et quand je dis environnement, c'est dans le sens climatique, qui est aujourd'hui dégradé. Donc le réchauffement climatique est une réalité, nous le vivons aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre et nous avons des températures estivales, pas uniquement au Maroc mais un peu partout dans le monde. Donc d'où la conscience et la nécessité justement d'adresser cette question climatique et d'adresser les 80% qui fournissent l'énergie aujourd'hui au niveau mondial, qui sont fossiles et qui aggravent ce réchauffement climatique et cet impact climatique. Et à mon sens, la troisième spécificité, c'est aussi l'eau.
Nous parlons d'énergie, mais n'oublions pas que, à mon sens, la plus grande problématique que va vivre l'humanité, c'est l'eau et sa disponibilité. C'est le cas dans nos régions. Je pense M. Youssef va dire la même chose en Israël. C'est le cas aussi en Europe, au Maroc. Donc il y a la nécessité donc, de recourir à des alternatives, le dessalement d'eau de mer, et qui lui-même consomme de l'énergie. Donc on se retrouve justement autour de la question énergétique. Maintenant, les solutions, personne n'a la science infuse, donc des idées de potentielles solutions, ou en tout cas de part de la solution qu'il faut apporter. Premièrement, donc, il faut concentrer l'effort sur la partie électricité. Nous avons des solutions, les énergies renouvelables, c'est une solution qui est viable. Bien sûr, il faut s'adapter aux ressources disponibles dans chaque pays. Bien sûr, là où il y a les énergies renouvelables, ça a été dit, avec abondance, on peut produire avec des coûts extrêmement intéressants. Donc il faut développer les infrastructures, développer les échanges, les exports d'énergie électrique. Premier élément. Donc pour que cette part de 20% soit la plus décarbonée possible, et aussi essayer d'augmenter la part des électricités dans le mix énergétique global. Donc en adressant des secteurs, la mobilité électrique, d'autres secteurs de l'industrie, où justement l'électrification permet de croître la partie décarbonée avec les énergies renouvelables, et aussi le fait d'accroître l'assiette d'utilisation d'électricité permet d'augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables en réduisant l'impact de l'intermittence. Donc ça aussi c'est un élément à mon sens qui est important. Et justement sur cette question d'intermittence, plusieurs solutions possibles, le stockage, on en a parlé, différents types de stockage. Jusque-là, donc, c'était essentiellement du stockage effectivement potentiel par l'eau et les steppes. Le stockage par batterie qui devient aussi une solution. C'est vrai qu'il y a un stress sur les matières premières, mais en tout cas, on espère que ça va se développer. Et aussi, on a parlé d'hydrogène, qui est un stockage plutôt long terme, mais permet justement d'apporter ce qui manque au niveau de l'équation. La flexibilité, aujourd'hui, donc, on souhaite introduire plus d'intermittence, donc il faut des moyens flexibles qui puissent compenser cette intermittence. Et essentiellement, aujourd'hui, je pense que le gaz joue ce rôle-là. Alors, le gaz est une énergie fossile. Son avantage, c'est qu'elle pollue moins, à peu près la moitié par rapport au charbon ou par rapport au fioul. Donc, c'est un bon élément de transition énergétique en attendant que l'hydrogène puisse reprendre le relais, qui soit économiquement et techniquement viable, chose qu'on espère donc dans les années à venir, et en tout cas à partir de 2030. L'autre élément, je pense, qui est important, c'est l'efficacité énergétique et la management demand, qui sont importants, surtout dans le domaine tertiaire, dans le domaine de l'industrie. Plusieurs solutions existent. Il faut de l'investissement, mais en tout cas, le retour sur investissement est relativement rapide et important. Et je pense que c'était un tabou jusque-là, le nucléaire. Je pense qu'il a un rôle à jouer, parce que n'oublions pas, dans cette 80%, il y a une bonne partie qui est une énergie de base, qui a besoin d'être stable dans le temps. Notamment, c'est ce que joue aujourd'hui le charbon ou le fioul. Et donc, le recours à un nucléaire plus adapté, plus sécurisé, est important. Plusieurs développements sont aujourd'hui en cours pour avoir des réacteurs d'une taille plus petite qui peuvent justement être utilisés sur les différents réseaux, parce que l'une des problématiques du nucléaire jusqu'à aujourd'hui, c'est la taille. Il fallait, les réacteurs, c'est 1 giga, 1,5, 1,8 giga, et donc ça ne matchait pas forcément avec des pays où le réseau n'est pas suffisamment développé. Aujourd'hui, on envisage de faire des réacteurs qui peuvent baisser jusqu'à 300 mégas et qui seront justement plus sûrs et plus adaptés aux différents usages. Donc je pense que ces combinaisons réunies permettraient donc d'améliorer cette décarbonation du mix énergétique. Et bien sûr, ça a été dit, le soutien politique et le soutien des bailleurs de fonds est extrêmement important. Et il faut qu'on passe justement par une transition.
Donc ça se gère par des réglementations. Donc des taxes carbone aujourd'hui, c'est des instruments qui peuvent inciter à faire ce switch, à faire cette transition, cette rupture qui aujourd'hui s'impose compte tenu de tout ce que nous avons décrit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Haman. That is also very interesting with the carbon market and carbon tax, carbon incentives. So this would be interesting also to explore further. Thank you so much for this. I would like to get to Monsieur Jean-Pierre Favennec. I mean, you have a very interesting background as energy. You also wrote a book in 2015 called Energy in Africa in 2050. I'm curious to hear what your forecast was then and how you see the world now. Oui, merci beaucoup pour cette introduction qui est d'ailleurs un peu un piège parce que ce que j'ai écrit il y a 7 ans sur le futur de l'énergie en Afrique peut se révéler déjà un petit peu dépassé. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, merci aux organisateurs et merci à vous donc pour cette introduction. Je vais peut-être, je me focaliserai sur la fin de ma présentation sur l'Afrique, prenant quelques exemples. Je voudrais revenir un peu sur l'aspect général de la situation, qui a été bien évoqué évidemment par mes différents collègues. Si je résume un peu ce qui a été dit jusqu'ici, et là je suis un peu arrogant, mais vous savez que les Français le sont toujours, donc j'essaie de résumer un peu ce qui a été dit. On a beaucoup insisté donc sur la nécessité de faire face à cette crise. C'est compliqué. On a beaucoup parlé donc des besoins en énergie fossile et des besoins d'énergie renouvelable, et je vais y revenir. Pour planter le décor, effectivement, nous sommes en crise, mais ça a été bien expliqué. Je crois que j'ai l'impression, si vous voulez, bien je suis encore très jeune, mais que depuis que je suis tout jeune, on parle toujours de crise. Donc, il y a eu la crise du Kippour pour le pétrole, il y a eu la crise, effectivement, de 79 liée à la révolution iranienne et à la guerre en Iran-Irak. Il y a eu des crises financières qui ont provoqué. Alors, ce qu'il faut quand même toujours remarquer, c'est qu'en général, le système de l'énergie s'adapte, je dirais pas bien, mais le marché joue son rôle et que quand le prix du pétrole augmente, par exemple, la consommation diminue un peu. On voit d'ailleurs actuellement, je me permets de le dire en entrée de jeu, que actuellement le prix du gaz qui était monté à des niveaux absolument énormes est redescendu. Maintenant, je suis extrêmement prudent. Je ne vous dis pas que dans ces 3 mois, il va de nouveau, il ne sera pas de nouveau très élevé. Mais le prix du gaz actuellement en Europe est revenu à des niveaux, je dirais pas raisonnables, mais qui sont quand même tout à fait différents de ce qu'ils étaient il y a quelques mois, et le prix de l'électricité également a baissé un petit peu, et je m'en réjouis moi-même personnellement parce que je sens que ma facture de gaz et d'électricité ne va pas trop augmenter. Alors tout ça, c'est la conséquence, à mon avis, de ce qui se passe actuellement, les conséquences de 2 choses. Alors bien sûr, il y a le problème du changement climatique, je le résume en quelques mots, vous connaissez tous, hein, donc c'est il va y avoir, on en a parlé, la réunion de la fameuse COP 27. Alors ça m'amusait toujours quand on parlait de la COP 21, on disait oui, c'est la conférence de Paris pour le 21e siècle. C'était absolument pas ça, c'est la conférence des parties des Nations Unies. Et donc c'est un grand événement qui a lieu tous les ans. Alors au cours de ces événements, d'ailleurs c'est pas uniquement la COP 21 qui l'avait dit, ça avait déjà dit avant, l'objectif c'est d'essayer de limiter à 2 degrés Celsius l'augmentation de la température d'ici la fin du siècle, de manière à limiter le changement climatique. On dit qu'il faudra aller vers 1,5 degré. Bon, je ne veux pas vous faire trop de peine, mais je ne veux pas me faire trop de peine, mais je crois que ça va être compliqué. Donc 2 degrés, ça serait déjà pas mal. Alors, vous avez des rapports du GIEC qui sortent régulièrement. Donc c'est le groupement des experts du climat. Je n'arrive jamais à me souvenir exactement du sigle. En anglais, c'est plus facile, c'est IPCC, International Panel on Climate Change. Donc c'est le GIEC en français qui sort régulièrement des rapports. Et le dernier, qui est sorti il y a quelques jours, nous promet les pires choses si on ne change pas vraiment de comportement. Il est renforcé par le secrétaire général de l'ONU. Donc, si je reviens rapidement à la situation, en gros, on disait il y a quelques années, c'est moins le cas actuellement, qu'il aurait fallu diminuer de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Maintenant, on parle même c'est un scénario, l'Agence internationale de l'énergie a été évoquée. Le scénario, c'est un net zéro emission, c'est-à-dire qu'il faudra arriver en 2050 pour les grands pays à faire en sorte qu'on ne peut pas éviter complètement les émissions de CO2, mais on met en place des puits de carbone, des systèmes pour absorber le carbone. C'est assez technique, je ne vous embête pas avec ça. Techniquement, c'est sans doute faisable, mais il faudra arriver à ça. Donc, beaucoup de pays se sont engagés à faire ça, les pays européens en particulier, qui veulent toujours avoir l'impression d'être les bons élèves de la classe, mais également la Chine, pour qui c'est beaucoup plus compliqué, a annoncé qu'elle essaierait de le faire à l'horizon 2060. Donc on est un peu dans cette perspective. Alors donc la première
raison de la crise, mais je vais revenir un petit peu après, en faisant un tout petit détour, c'est évidemment le problème du changement climatique et la nécessité de faire face à cette situation. On a vu cet été tous les effets malfaisants de ce changement climatique. Une autre chose qui joue beaucoup dans la situation actuelle du secteur de l'énergie, c'est la libéralisation à toute allure du système de l'énergie il y a quelques années. Alors là, il faut revenir, je ne résiste pas au plaisir de raconter ce que je raconte à mes étudiants en général. L'événement pour moi dominant en matière économique au siècle précédent, c'est l'élection de Mme Thatcher, que vous connaissez, vous en avez parlé, et qui d'ailleurs a fait une politique qui était d'une certaine façon logique. Mais c'est à partir des années 80, avec en particulier M. Reagan également aux États-Unis, qu'on a eu une déréglementation du secteur de l'énergie. On a voulu, comme dans les autres secteurs, le principe, vous le connaissez comme moi, c'est que la concurrence, la compétition permet de réduire les coûts, ça va bénéficier aux consommateurs. On l'a fait dans beaucoup de domaines, on l'a fait dans le secteur du pétrole d'ailleurs assez rapidement, beaucoup de pays avaient déréglementé. Eh bien, on veut le faire dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du gaz et de l'électricité. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens qu'à un moment, quand j'en parlais un peu avec certains collègues, ils me disaient oui, on déréglemente, mais on passe son temps à réglementer en plus pour assurer que la déréglementation marche bien. Et donc, il y a eu un événement en particulier aussi qui m'a beaucoup frappé. C'est un événement qui s'est passé en Californie et où il y a eu une panne électrique massive, tout simplement parce qu'on obligeait les compagnies électriques à acheter l'électricité sur un marché de gros qui, comme récemment, montait à des niveaux extrêmement élevés. Et en fait, à le revendre, évidemment, et si j'avais été californien, j'en aurais été content en tant qu'individu, à le revendre pas cher. Évidemment, toutes les compagnies ont fait faillite. Et un expert avait dit que c'était, je vais me permettre de dire 3 mots en anglais, failure by design, c'est-à-dire que c'était un échec par construction. Et dans le secteur actuel de l'énergie, alors évidemment ça se passe en Europe, vous allez me dire, mais avec des répercussions un petit peu partout, les augmentations de prix sont un petit peu aussi le résultat de cette volonté de déréglementation à tout prix. Et si j'essaie de reprendre les deux, on a un système, l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas totalement le principal facteur de la crise actuelle de l'énergie. Je vais peut-être choquer beaucoup, on y reviendra. En fait, il faut quand même bien se rendre compte qu'en 2021, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un an, avant le fameux 23 février, le prix de l'énergie, le prix du gaz et de l'électricité, ben déjà, le prix du gaz surtout avait considérablement augmenté. L'électricité, c'était effectivement c'est plus rapide. Donc, le prix actuel de l'électricité, le prix du pétrole, par exemple, aujourd'hui, est à $90. Il était déjà pratiquement à $90 il y a un an. Donc, la crise ukrainienne n'a pas franchement provoquer elle va changer les choses, bien sûr, et elle va obliger d'ailleurs à aller plus vite dans les transformations, mais ce n'est pas forcément le premier principal facteur. Si je vois un facteur important, c'est la déréglementation du secteur avec ce marché court terme qui maintenant prédomine. Si le prix de l'électricité, par exemple en Europe, c'est assez extraordinaire, le prix de l'électricité est aussi élevé à des niveaux fantastiques. On parlait tout à l'heure de coûts de production extrêmement bas, excusez-moi, je vais prendre des chiffres, on est à, on va dire, 20-30 € le mégawattheure de coût de production. Disons que dans des conditions normales, on serait peut-être sur des marchés à 50-60. On a vu le prix de l'électricité monter à pratiquement 1000, c'est-à-dire une multiplication par au moins 10. Je vais le faire relativement sobre. Donc on a eu cette augmentation. Pourquoi? Parce que le système actuel qui prévaut, mais il a une certaine logique, mais il prévaut, il provoque des problèmes, c'est que on dit l'électricité, on fait de l'électricité par du nucléaire en France et dans d'autres pays, à partir de charbon, on en fait beaucoup, mais à la marge, les besoins viennent du gaz. On a besoin de faire fonctionner des centrales électriques au gaz, qui sont très efficaces d'ailleurs, mais malheureusement, quand le coût du gaz augmente, automatiquement, le prix de l'électricité augmente très vite. Et donc ça a provoqué, et en fait, on paye une électricité à 1000, si je caricature, à 1000 €, alors que l'essentiel de la production est fait à des niveaux de 50, 60 ou 80 ou 100 €. Je m'arrête là-dessus. Donc c'est quand même le point extrêmement important. C'est arrêté. Merci beaucoup. Quelle va être la situation? J'ai beaucoup de mal parce que quand les étudiants me demandent comment est-ce qu'on va s'en sortir, je dois dire malheureusement je ne le sais pas trop. Mon âge fait que je suis peut-être un peu moins concerné que mes petits-enfants qui seront encore vivants à l'horizon 2100 et pour lesquels je peux me préoccuper. Alors, le phénomène, l'augmentation de la consommation d'énergie qui est extrêmement important, tient bien sûr à la démographie. Faut toujours, ça a été un peu évoqué ce matin. Il y avait 3 milliards d'habitants sur la planète en 1950. Nous sommes maintenant 8 milliards. Nous serons sans doute 10 milliards en 2050. Et on peut souhaiter, d'ailleurs, en particulier en Afrique, que le niveau de vie s'améliore assez rapidement. Tout ça, normalement, entraîne
des augmentations de la consommation d'énergie. Et dans la plupart des scénarios sur lesquels je travaille avec mes élèves, on n'arrive pas vraiment à réduire beaucoup la consommation, mais il y a quand même des éléments sur lesquels je vais venir. Donc, il y a eu par exemple un plan européen mis en place récemment pour faire face justement à la crise et aux besoins en gaz. Et ce plan européen, donc, table d'abord sur la sobriété, c'est-à-dire qu'on va nous demander la question se pose moins au Maroc, mais on va nous demander de réduire un peu le chauffage des locaux. On pourrait imaginer, et ça c'est aussi un point par exemple qui m'intéresse toujours, et je suis mal placé ayant travaillé dans un institut qui travaille sur ces questions-là, on a des voitures actuellement qui consomment encore, quand elles sont des voitures thermiques, je sais qu'elles vont passer électriques pour beaucoup d'entre elles, des voitures qui consomment quand même pas mal d'essence, étant moi-même le conducteur et utilisant ma voiture, et on a parlé longtemps d'une voiture à 2 litres d'essence aux 100 km, on n'y est pas du tout. Donc, simplement, je mets juste ça pour illustrer un peu les possibilités. On est quand même tous avides, je dirais, je me permets d'aller jusque-là, on a tous envie d'avoir une voiture quand on n'en a pas, et quand on a une voiture, on veut toujours une voiture en principe un peu plus grande, donc et un peu plus lourde. Ça aboutit au fait que les voitures sont plus lourdes, et consomment donc davantage d'énergie. Donc il faudrait peut-être également limiter davantage les vitesses, se limiter à des voitures plus petites, de manière à fonctionner, avoir une mobilité tout à fait acceptable, peut-être un peu moins confortable que quand on roule dans des SUV, mais ça pourrait faire gagner beaucoup d'énergie. Il y a quand même 60% de la consommation du pétrole, c'est-à-dire environ un quart de la consommation totale de l'énergie qui est pour le transport. Et là, à mon avis, on peut faire des progrès importants sans affecter considérablement la qualité de vie de nos concitoyens. Sobriété, efficacité, je le mentionne, ça a été mentionné, je crois que les deux vont un petit peu de pair. L'efficacité, c'est également un moyen d'avoir des choses plus efficaces. J'ai mentionné le problème des voitures, le problème du transport. On a également, on le sait, c'est un peu la tarte à la crème, que dans beaucoup de pays, une meilleure isolation des locaux pourrait le faire. Et ce matin, je tombais sur un article d'un Américain que vous avez sans doute vu aussi, l'article est peut-être l'Américain, et qui disait qu'il avait une voiture qui était quand même complètement, une maison qui était complètement autonome en énergie. Alors, je vais terminer mon truc avec ma présentation en parlant évidemment, bien sûr, des renouvelables. Ça a été dit plusieurs fois, donc la consommation actuelle d'énergie, c'est même un peu plus de 80% de fossiles, on ne va pas se battre, sachant qu'on laisse toujours de côté d'ailleurs dans le bilan énergétique ce qu'on appelle l'énergie non commerciale, qui est essentiellement du bois qui est consommé en Afrique. Il y a une très grosse consommation de bois, et j'étais encore surpris l'autre jour, je ne sais plus dans quel pays, en regardant la consommation de bois. Vous avez en Afrique subsaharienne, le bois tout simplement utilisé pour la cuisson représente très souvent, plus de 50% de la consommation totale d'énergie. Donc c'est là qu'il y aura un cas particulier africain sur lequel je reviendrai rapidement. Donc, un des moyens, effectivement, un autre moyen, bien sûr, de réduire les émissions de CO2, c'est de passer aux renouvelables. Donc, les renouvelables, l'éolien, le solaire, etc., on en a parlé, je n'insiste pas trop là-dessus. J'insisterai peut-être sur un seul point qui n'a pas été trop évoqué, ce qui est normal, c'est que les renouvelables, ça a aussi besoin de matières premières. Je le répète tout de suite, je suis pour la baisse des émissions de CO2, donc je suis pour la baisse des consommations d'énergie fossile. Les renouvelables posent quand même un certain nombre de problèmes en matière de besoins en métaux rares, en terres rares et en produits comme le lithium. On en parle beaucoup actuellement. Et il y a eu d'excellents livres qui ont été faits sur les difficultés d'exploiter tout ça. Et les ressources ne sont peut-être pas infinies. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est amusant, c'est qu'on a découvert en France qu'il y avait des réserves de lithium. On va voir sans doute la population commencer à se protester contre la mise en vigueur des mines de lithium. On a exporté beaucoup de choses en fabrication vers la Chine. On a également exporté toute la production d'un certain nombre de métaux rares et de terres rares. Voilà, donc c'était un peu le panorama général que je voulais dire. Et en conclusion, je dirais que bien sûr, il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas évident. Et donc le développement des énergies renouvelables, évidemment, tout va bien, mais pour le moment, on est au début. Et d'ailleurs, il y aura le problème, comme pour le nucléaire actuellement qui a été évoqué, je n'y reviens pas, il y aura le problème également du recyclage de tout cela. Le démantèlement des centrales nucléaires, ce n'est pas quelque chose qui va être simple à faire à une grande échelle. Ça fait partie des problèmes à résoudre que je laisse malheureusement, et j'ai un peu honte, à mes successeurs. Ah, je l'ai touché. Pour revenir à la situation en Afrique, je vais essayer de faire assez vite.
pour laisser à mon collègue le minimum de temps pour parler. La situation en Afrique, évidemment, ça a été déjà mentionné, l'Afrique est un continent, et surtout, est un continent qui consomme relativement peu d'énergie, ce qui est dommage. L'Afrique n'a pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, on a une production d'énergie extraordinaire. En fait, on se base sur le fait que l'Afrique produit à peu près 8 à 10% de l'énergie, si je laisse de côté le bois, qui est un cas à part, c'est à peu près, c'est très grossier, hein, mais pour vous donner une ordre de grandeur, c'est 8 à 10% de la production d'énergie, c'est 3 à 4%, comme ça a été dit, de la consommation. Donc ça laisse l'Afrique en capacité d'exporter pas mal de gaz, en particulier chez certains de nos voisins, et puis pas mal de pétrole également, enfin c'est pas énorme, mais quand même pas mal de pétrole à partir du Nigeria et de l'Angola. Donc l'Afrique est dans une situation où actuellement, d'ailleurs, il y a également des découvertes de pétrole et de gaz, j'y reviendrai tout de suite. Donc l'Afrique, à mon avis, le président de l'Union africaine en exercice, a souvent insisté sur le fait qu'il souhaitait que l'Afrique puisse exploiter son pétrole et son gaz, sachant que quand même certaines organisations internationales ont carrément recommandé d'arrêter toute nouvelle exploitation. Or, des pays comme le Sénégal, la Mauritanie par exemple, qui sont proches d'ici, ont découvert des ressources importantes et souhaitent les exploiter à la fois parce que le gaz, comme ça a été dit, permettra de faire quand même davantage d'électricité dans de bonnes conditions et permettra également de générer des revenus qui pourront aider à l'émergence du pays. Ce n'est pas simple, mais ça paraît relativement normal. Donc, j'insistais un peu là-dessus, il faut que l'Afrique puisse légitimement, d'autre part, on peut également se souvenir que quand même le développement industriel s'est fait en Europe et aux États-Unis en bourrant un peu l'atmosphère de CO2, donc l'Afrique a le droit d'émettre un peu plus de CO2 actuellement, même si on peut se limiter, ce qui serait une bonne chose. Mais merci, Monsieur Favennec. Désolé, on a que 15 minutes encore, mais merci, Monsieur Favennec. Très intéressant. Indeed, this is a complicated topic. And I would now like to move to Monsieur Loïc Jaguar-Hubert from ENGIE and hear your thoughts on the decarbonization and maybe this transitionary approach and role of natural gas. I know that you're doing a lot on renewables as well. Anything to add? Alors les Français sont arrogants et les Français parlent français, donc je vais continuer à parler français et on va essayer de conclure avec mon collègue, hein, puisqu'on arrive déjà à la fin de la conférence, on va essayer de compléter. Je suis très heureux d'être ici, je me rends compte que les choses vont très vite puisque je suis né avec les livres de mon voisin dans mon berceau. J'ai assisté à la COP22 à Marrakech où on vendait le green coal, le charbon vert, avec une belle centrale du parc marocain. Et on se retrouve en 2022 avec une crise fondamentale, hein, qui est différente des précédentes, parce qu'on est au pied du mur climatique. On n'a pas été nombreux à parler climat, je suis un peu déçu. Mais c'est le vrai fléau et c'est la vraie différence entre toutes ces crises, avec des sécheresses, avec un problème de disponibilité d'eau, et le Maroc est bien placé pour le savoir. Et puis merci Joseph, hein, des impacts énormes sur les inégalités. Et donc oui, c'est un peu trop tard pour avoir une approche graduée, comme vous le disiez, et il faut accélérer à tout prix. Alors bien sûr, on ne peut pas passer du gris très foncé au vert très clair en 2 secondes d'un coup de baguette magique, mais malgré tout, on doit éviter l'inévitable, et c'est tout l'enjeu de ces prochaines années. Alors ENGIE, hein, c'est environ 102 000 personnes impliquées dans la transition énergétique, environ dans 50 pays du monde entier, avec un objectif, hein, c'est d'atteindre le net zéro carbone d'ici 2045, donc 5 ans avant les autres, à la fois pour le groupe ENGIE et pour ses clients. Alors bien sûr, il faut accélérer. Pour ça, il faut de l'argent. On parle de 3 trillions de dollars, 3 000 milliards de dollars par an pour pouvoir respecter les Sustainable Development Goals qu'on connaît tous. Il faut aussi une régulation, hein, un cadre légal, politique, qui est évidemment nécessaire, qui manque parfois dans certains pays. Et puis ce qu'on appelle une just transition, c'est-à-dire une transition qui est fair, équitable, abordable, où on laisse personne de côté, que ce soit les individus, les entreprises ou les collectivités, les pays, les villes, les régions.
Donc c'est véritablement un effort collectif et je crois qu'il faut véritablement se serrer la main. Je ne reviendrai pas sur l'Afrique parce que vous avez beaucoup parlé d'Afrique, mais il faut aussi commencer à décarboniser l'industrie et pour ça il faut avoir une approche globale. On a parlé de beaucoup de choses, de performance, d'efficacité énergétique. La première énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne produit pas. Et c'est le premier pas dans la décarbonisation. Il y a aussi tout ce qui est recovery d'énergie fatale, carbone capture, gestion des déchets, gestion de l'eau, on en a parlé, géothermie aussi, géothermie qui permet parfois de récupérer du lithium. Il y a toute une filière qui est en train de s'installer, notamment en France et dans d'autres pays. Cogénération avec économie circulaire. Et puis évidemment, production d'énergie renouvelable avec du centralisé, du décentralisé, et donc différents systèmes. Et évidemment, le rôle de la mobilité, on en a parlé, mobilité qui peut être électrique, biogaz, hydrogène, avec aussi le rôle de l'économie du partage. La plupart, une très grande majorité, je sais plus de 90% des véhicules, en réalité, ils ne roulent pas 90% du temps. Donc il y a un vrai besoin de travailler sur l'économie du partage pour aussi décarboniser la mobilité et l'industrie. Et puis évidemment, le rôle du digital, l'IoT, les smart grids, les systèmes de management intelligent, la maintenance 3.0 sur les sites industriels. Voilà, tout ça, c'est une approche industrielle globale. Il y a aussi les questions de biodiversité qui sont extrêmement importantes et qui sont de plus en plus prégnantes, y compris sur les sites industriels. Et puis toute cette notion d'économie circulaire, le recycling, le revamping, le reusing, le upcycling également, dans pas mal d'industries. On a un petit peu parlé du nucléaire. Oui, le nucléaire, c'est moins d'émissions de CO2, c'est du baseload, c'est moins de matières premières utilisées, 6 à 10 fois moins que les énergies renouvelables. C'est une empreinte au sol très réduite, qui préserve aussi les espaces naturels. C'est du coup une électricité moins chère, mais dans un monde instable, dans un monde qui est climatiquement, géopolitiquement instable, c'est beaucoup plus compliqué. Vous le voyez, ça peut être une arme. On voit ce qui se passe en Ukraine. C'est aussi parfois très compliqué à développer, très très cher, avec des coûts additionnels. Je peux vous citer Hinkley Point, Flamanville. Donc effectivement, small is beautiful, travailler sur des structures plus petites. Qu'est-ce qu'on fait des déchets radioactifs, les 3% des déchets les plus radioactifs, not in my backyard, surtout on évite de les mettre dans mon jardin. Et puis cette question de maintenance régulière et puis d'impact climatique sur les centrales. La sécheresse, les inondations, les tremblements de terre peuvent avoir un impact très grave sur les centrales qui utilisent notamment beaucoup d'eau. Et puis, last but not least, la question des compétences. C'est une vraie filière, le nucléaire. C'est des compétences qui nécessitent des années et des années, une filière pour la monter, pour la maintenir. Et donc, attention aux mauvais signaux. On a vu ce qui s'est passé en France, en Belgique, où en fait, même les industriels se disent comment on va faire parce qu'on n'a plus les compétences. Et ça, c'est un vrai problème. Et je terminerai sur l'hydrogène. Là, on voit que c'est bullish, avec 2 chiffres. L'Union européenne qui annonce 3 milliards d'euros d'investissement pour une banque dédiée à l'hydrogène. On voit les États-Unis aussi, 8 milliards sur le développement de hubs hydrogène, 1 milliard sur la réduction du coût des électrolyseurs, 500 millions sur les aspects manufacturing et recycling, avec aussi des vraies opportunités. C'est des infrastructures gazières qu'on connaît, qu'on a déjà, qu'il faudra un petit peu upgrader bien évidemment. La création d'écosystèmes, de hubs industriels, et ça on commence à y réfléchir, notamment au Maroc avec le cluster hydrogène. Les challenges dans la mobilité, ça aussi c'est extrêmement important et l'hydrogène peut être un game changer. Et puis le trade international avec effectivement ces prix du gaz, de l'électricité qui augmentent et qui peuvent rendre le marché de l'hydrogène d'autant plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans les challenges? Il faut intégrer évidemment d'autant plus et toujours plus les énergies renouvelables, travailler sur la brique stockage, décarboner avant tout certains secteurs bien particuliers, de la chimie, des cimenteries, de la mobilité par bateau en priorité, et puis travailler à diversifier ce mix énergétique à travers aussi des mélanges de e-méthanol, ammoniac pour la mobilité ou l'industrie, et puis évidemment aussi un impact sur
sur les infrastructures, avec l'importance d'avoir des compétences très développées qui vont du transport en passant par la distribution, en passant par le stockage. Et ça, c'est tout le rôle des industriels comme Engie et comme d'autres autour de la table. Voilà, je crois que j'ai essayé de résumer pour les... Merci, Monsieur Jaguar-Huber. OK, il nous reste 5 minutes. Je veux parler d'argent. We talked about massive investment needed into renewables, whether it's decarbonization with solar or the hydrogen economy. And I would like to get the perspectives of Mr. Harib when it comes to the investor perspective, and especially how to mobilize all this money that is needed, right? And taking into perspective this ESG factor. Thank you very much. So I'm going to switch also in French. You know, donc les Français sont arrogants. On dit aussi qu'ils sont bavards. On dit ça. Et on dit aussi que les avocats sont bavards. Alors moi, je suis français et avocat, et je vais essayer d'être concis. Dans cette volonté de chaque pays d'assurer l'accès à l'électricité de sa population, il y a effectivement le financement, l'attraction et la capacité à attirer des capitaux, de la dette, de l'equity, et puis des investisseurs. Si Hafidi a rappelé tout à l'heure, en 2009, quand on annonçait les différents projets solaires, éoliens pour le Maroc, j'étais du côté des investisseurs étrangers. J'étais là quand le Maroc annonçait ses plans à Paris ou ailleurs, et j'ai vu le scepticisme. Et en fait, j'ai vu en même temps une réponse que le Maroc a donnée, et que le Maroc, de ce point de vue, a inspiré d'autres pays, je crois, qui ont donné quelque part une recette pour le succès et pour attirer les financements. C'est d'abord une vision qui était annoncée, donc la vision de Sa Majesté, le roi. Une réglementation sophistiquée, et ça, le Maroc a une réglementation sophistiquée qui permet de faire des financements de projets, etc. La démonstration n'est plus à faire. Et une gouvernance. Et de ce point de vue, la gouvernance, j'allais dire, c'était la capacité à lancer des appels d'offres qui sont transparents, qui sont reconnus comme étant respectueux de la concurrence. Mais la gouvernance, c'est aussi les acteurs du secteur de l'énergie et de la réglementation de l'énergie qui sont clairement identifiés. Et le rôle qu'a joué l'ONE de ce point de vue est important. Je voudrais reprendre tout à l'heure ce qu'a dit M. Youssef. Je parle du Maroc parce que je voudrais l'utiliser comme un pays. Enfin, nous, on regarde tous les pays d'Afrique. Il n'y a pas un projet d'énergie qu'on n'a pas fait en Afrique. Sur l'hydrogène, on est en train de regarder tous les projets d'hydrogène sur lesquels qui sont en train de se développer dans le monde. Et donc, on est très humble sur le sujet de l'hydrogène. Mais je voulais parler et utiliser ici le Maroc en tant que conseil international qui accompagne les acteurs internationaux. Parce que je voudrais reprendre ce qu'a dit M. Youssef tout à l'heure. Vous avez dit qu'on a un peu abandonné les populations pauvres de ce point de vue. On n'a pas réussi à délivrer, mais je voudrais singulariser en Afrique du Nord et en particulier le Maroc qui a réussi son plan d'électrification rurale. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas accès à l'électricité au Maroc. Il n'y a pas de coupure d'électricité au Maroc. Tout le monde a accès et tout le monde a la certitude d'avoir accès à l'électricité au Maroc. Et ça, c'est grâce à l'ONE et aux sueurs froides qu'ils doivent avoir pour gérer ça tous les jours. Donc, je voulais juste souligner l'importance de ces trois facteurs, la vision, la régulation et la gouvernance. Demain, pour l'hydrogène, c'est les mêmes réponses qu'il faudra que les pays qui veulent attirer. Vous avez beaucoup de pays qui annoncent qu'ils veulent faire des choses, qui signent des MOU, etc. Mais il faudra qu'ils aient la vision, la réglementation et la bonne gouvernance en face. Puis je voudrais juste aller rapidement pour attirer sur les financements. Vous avez des sponsors privés, vous avez Acciona, Engie, d'autres qui sont tous là ici au Maroc et qui sont intéressés par développer des projets. Il y a la pression des bailleurs financiers, des bailleurs de fonds, des DFIs, mais aussi des acteurs, parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées au marché sur le fait de décarboner, de ne plus aller sur le fossile. Je crois que ça, si on veut parler de financement et qu'on veut être pratique, comme le disait Youssef tout à l'heure et d'autres intervenants, et réaliste, je crois qu'on ne peut pas l'annoncer comme ça et parler de ESG et d'impliquer des réglementations ESG
en insistant sur le climat, la partie environnement, le E de ESG, et en oubliant le S. Le S, c'est le social. Et le social, c'est la sécurité. C'est le développement de la population, mais c'est aussi la sécurité d'un pays. Et c'est aussi important que, effectivement, développer le climat. Même si certains pays comme le Maroc n'ont pas de leçons à recevoir sur l'accès et la production d'énergie renouvelable, d'électricité, pardon, à partir d'énergie renouvelable, je vais juste insister sur le fait qu'il va y avoir nécessairement une réflexion de la part des financiers, de la part des bailleurs de fonds, de la part des sponsors privés sur est-ce que vraiment on peut appliquer et plaquer ces réglementations ESG et ces gouvernances de la même manière dans tous les pays, pour tous les continents. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thank you so much. I think this has been the most insightful and great engagement. And all of you contributed with your experience and your insights, and it was a great discussion. And we could have continued for longer and with questions. We didn't have time for this. I would like to express my sincere thanks to our panelists, our esteemed panelists, Mr. El Hafidi, Mr. Ogechu, Mrs. Gonzalez Sanchez, Mr. Abramovich, Mr. Haman, Mr. Favenek, and Mr. Jager Huber, and of course, Mr. Murahib. Thank you so much for your participation.